Mais je vous ai rien demandé, je ne sais pas qui vous êtes. Alors vous la bouclez. Des injures, des crachats, des obscénités, des coups. Et police! C'est un procès historique qui a fait changer la loi. La seule chose qui pouvait nous libérer, qui pouvait nous faire du bien, enfin en partie nous libérer, c'était les tuer. C'est un climat de haine. Cette semaine, dans la grande histoire, je vous raconte le procès d'Aix-en-Provence, qui fut un tournant dans la perception du viol dans la société française. Ce qui est scandaleux, c'est pas de dénoncer le viol. Ce qui est scandaleux, c'est le viol lui-même. Nous sommes le 2 mai 1978 à la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, où s'ouvre le procès de 3 hommes accusés d'avoir violenté et violé 2 femmes 4 ans plus tôt. Alors, si j'ai décidé de vous parler de cette affaire aujourd'hui, c'est parce qu'elle résonne étrangement avec l'affaire Mazan, que ce soit par l'absence de huis clos, la résonance médiatique, mais aussi par les arguments avancés par les avocats de la défense. Nous étions comme des mortes vivantes. Nous étions des mortes vivantes. Et Madame Pellicot emploie les mêmes mots, comme c'est curieux. 50 ans avant l'affaire Pellicot, le procès d'Aix a permis pour la première fois de confronter l'opinion publique au viol et a marqué un tournant dans la lutte contre les violences sexuelles en France. Mais avant de vous parler du procès, revenons aux faits qui se sont déroulés en 1974. Nous sommes dans le parc national des Calanques, à une quinzaine de kilomètres de Marseille. Un couple de touristes belges, Anne Tonglet, 24 ans, et Araceli Castellano, 19 ans, sont venus camper dans la calanque de Morgiou. Les 2 jeunes femmes se font aborder par un pêcheur du coin. Celui-ci, vexé d'avoir été éconduit, revient le lendemain soir avec 2 amis à lui. Vers 1h du matin, les 3 hommes font irruption dans la tente des jeunes femmes. Elles sont frappées et violées pendant 5 heures. On se sentait sales, détruites au plus profond de nous-mêmes. À la suite de ce viol, Araceli Castellano tombe enceinte. Elle avortera dans la clandestinité. 4 ans plus tard, le procès se tient aux assises d'Aix-en-Provence. Devant le tribunal, une foule en colère est réunie pour protester contre les victimes et leurs avocates. Et police! Et il a fallu traverser cette cohorte vindicative, et nous l'avons fait. Parce que nous étions portés par la conviction que cette cause-là, il fallait la gagner. Avant de rentrer dans les détails du procès, il est nécessaire d'apporter un peu de contexte historique. Nous sommes dans les années 70, une décennie marquée par des mouvements sociaux décisifs pour les droits des femmes. Je pense que la femme doit rester à sa place et que l'homme doit, comment dirais-je, C'est lui qui doit porter la culotte dans le ménage. Ah oui, c'est absolument. Puisque c'est lui qui ramène l'argent à la maison, il est donc nécessaire que la femme tienne sa place et fasse le ménage et s'occupe de ses enfants. Au début des années 70, la notion de chef de famille et de puissance paternelle est abandonnée au profit de l'autorité parentale conjointe. Désormais, la loi prévoit que les 2 époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. En 1974, la pilule devient accessible à toutes. Une nouvelle loi instaure la gratuité et l'anonymat de la contraception auprès des centres de planification. Vous prenez la pilule? Non, parce que mon mari ne veut pas, mais autrement, moi je suis pour, hein. Tout à fait. Pourquoi vous voulez pas qu'elle prenne la pilule, votre femme? Personnellement, non, parce qu'une femme qui prend la pilule, je sais pas moi, elle est plus libre. Elle est plus libre, oui. La décennie 70 voit également naître le MLF, le mouvement de libération des femmes, destiné à lutter contre toutes les formes d'oppression. Et le combat féministe le plus important à l'époque, c'est la lutte pour le droit à l'avortement. Le 5 avril 1971, le Nouvel Observateur publie le Manifeste des 343, appelé aussi le Manifeste des 343 salopes. Dans ce plaidoyer, des femmes connues ou non déclarent avoir avorté et réclament ce droit. Et l'un des moments clés de la lutte pour le droit à l'avortement se déroule en 1972 avec les procès de Bobigny. Marie-Claire Chevalier, une jeune femme de 16 ans, est jugée pour avoir avorté dans la clandestinité après être tombée enceinte à la suite d'un viol. Pendant le procès, son avocate Gisèle Halimi décide d'alerter l'opinion publique et de mettre en accusation la loi. Le procès lui-même, quel qu'ait été le jugement, le procès lui-même a marqué un pas irréversible. C'était quelqu'un d'extrêmement déterminé. C'est quelqu'un qui a toujours
eu des convictions, qui s'est toujours battue, qui n'a jamais eu peur. Elle représentait, Gisèle Halimi, à l'époque, pour moi, une femme engagée, pour que, en particulier les femmes, trouvent cette liberté. Marie-Claire Chevalier sera finalement relaxée. 2 ans après ce procès historique, Simone Veil, alors ministre de la Santé, prononce un discours resté célèbre à l'Assemblée nationale. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. Cela restera toujours un drame. En janvier 1975, la loi Veil légalise l'avortement. Cette année-là, Anne Tonglet, qui se bat pour que le procès de ces violeurs ait lieu aux assises, fait appel à Gisèle Halimi pour assurer sa défense. C'est ça qu'elle a eu comme géniale idée, c'était accuser la loi et pas celle qui était accusée par la loi. Alors moi, là, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais c'est exactement ça qu'il faut faire avec le viol aussi, quoi. C'est accuser les lois qui ne sont pas du tout compétentes. Peu après leur agression en 1974, Anne Tonglet et Araceli Castellano se rendent dans un commissariat de Marseille pour déposer plainte. Quand elles sont arrivées au commissariat, elles étaient d'abord jugées, elles étaient d'abord suspectées. Les premières questions qu'on leur pose, c'est alors les traces de sang et le marteau. Ce fameux marteau avec lequel Anne avait essayé de se défendre, ce marteau avec lequel elles avaient mis les piquets de leur tante. Les 2 victimes sont conduites à l'hôpital pour y être soignées avant d'être soumises à un examen médical. Le couple est ensuite confronté aux 3 agresseurs présumés, rapidement interpellés après le dépôt de plainte. Les 2 femmes sont ensuite entendues par une juge d'instruction qui les soumet à une enquête de moralité, comme le veut la norme à l'époque. Ces enquêtes de moralité, avec ce postulat de leur anormalité, on n'était pas encore au mariage pour tous, on n'était pas à l'admission de ce qu'est l'homosexualité. Donc elles étaient véritablement indexées comme des jeunes femmes qui finalement ne méritaient que ce qu'elles allaient vivre dans cet enfer d'une nuit terrible pour elles. La juge d'instruction qualifie les faits en coups et blessures et attentat à la pudeur. Comme la très grande majorité des affaires de viol à l'époque, le procès aura lieu devant un tribunal correctionnel. À l'époque, on portait peu plainte, la force criminelle du viol était peu reconnue, mais il y avait quand même tout un mouvement féministe qui s'en était saisi. Le procès se tient au tribunal correctionnel de Marseille en 1975. Les 2 plaignantes se rapprochent de Gisèle Halimi et d'associations féministes qui se mobilisent pour que les faits soient requalifiés. Il a fallu dire que non, ça n'était pas seulement des atteintes à leur sexualité, que non, c'était un crime. Le tribunal correctionnel finit par se déclarer incompétent. L'affaire sera jugée devant une cour d'assises. Des injures, des crachats, des obscénités, des coups, c'était à chaque entrée ou chaque sortie d'audience les mêmes scènes. Le 2 mai 1978, le procès des accusés s'ouvre devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône dans une ambiance très tendue. Devant le tribunal, les plaignantes et leurs avocates sont prises à partie par une foule en colère. Mais je vous ai rien demandé, je ne sais pas qui vous êtes. Alors vous la bouclez. Vous la bouclez vous d'abord. C'était une ambiance très particulière, violente. Chaque jour, on entrait dans la salle entre une haie d'hommes qui disaient des choses du genre « chez nous, les femmes, on les perce ». Gisèle Halimi convie plusieurs figures intellectuelles pour médiatiser l'affaire et faire du procès une tribune politique. Avec les plaignantes, elle décide de lever le huis clos. L'objectif, que la honte change de camp. 8 victimes sur 10 n'osent pas porter plainte, par honte, peur ou culpabilité. Pour l'association Choisir, la publicité des débats serait propre à mieux leur faire prendre conscience de leurs droits. Pendant l'audience, les proches des accusés présents dans la salle perturbent le témoignage des victimes. L'entrée dans la cour d'assises de tous les copains des accusés, c'était une horreur. C'était une horreur parce qu'il fallait les rappeler à l'ordre, il fallait contrôler, il fallait faire la police de cette audience. À chaque fois que les victimes prenaient la parole et s'en prenaient aux accusés. Les avocats de la défense tentent de décrédibiliser la version des plaignantes en assurant qu'elles étaient consentantes. Il faut revenir à ce que Anne a dit de manière très forte quand on lui a quasiment dit « mais enfin, vous avez fini par consentir ». Et Anne dit très fortement « nous n'avons pas consenti, nous avons cédé ». C'est un climat de haine et d'hostilité que nous éprouvons depuis 2 jours.
nous n'avons à aucun moment ressenti de la part de tous ceux qui nous entouraient l'impression d'être compris. Durant sa plaidoirie, l'un des avocats des accusés, un certain Gilbert Collard, décrit ses clients comme de pauvres gars. On a le droit de défendre des violeurs, c'est la défense, c'est être avocat. Mais tout de même, dire des accusés, c'est-à-dire leurs clients, que ce sont des pauvres gars qui finalement n'ont pas grand-chose dans le ciboulot, c'est inqualifiable. Il n'a pas fait beaucoup d'effets de manche, ça, il s'est vraiment laissé dominer par Gisèle Halimi. On commence par dire, mais elle n'avait qu'à pas porter un jean collant, elle n'avait qu'à pas sourire, elle n'avait qu'à pas sortir, elle n'avait qu'à pas, à la limite, elle n'avait qu'à pas exister en tant que femme. Au terme de 3 jours d'audience, le verdict tombe. Les 3 accusés sont condamnés à des peines de prison ferme. Les jurés ont condamné Serge Petrelli à 6 ans de réclusion criminelle, Guy Roger et Pierre Mougalis à 4 ans de prison. Les mecs étaient scandalisés et je crois que Gisèle, elle était contente parce que ça marquait un changement. C'était important qu'il y ait une sanction, mais la symbolique aussi était plus forte encore que le taux de la sanction. Un seul des 3 accusés est condamné pour viol. La circonstance aggravante de crime en réunion n'est pas retenue par le jury. Mais pour les victimes et leurs avocates, cette condamnation sonne comme une victoire. Le moment qui m'a le plus marqué dans ce procès, en fait, c'est plutôt la fin. J'ai pu voir quelque chose d'une lumière retrouvée dans leur regard et surtout d'une forme d'apaisement. Au lendemain du procès d'Aix, une proposition de loi est déposée au Sénat pour que le viol soit reconnu comme un crime. En décembre 1980, la loi sur le viol introduit une nouvelle définition de ce crime dans le code pénal. Désormais, tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte ou surprise, constitue un viol. Une personne reconnue coupable de viol encourt 15 ans de réclusion criminelle. Vous pensez que les hommes, tout de même, un jour, violeront de moins en moins ? Vous savez, moi, si je mène ces luttes, c'est que je dois être optimiste, autrement je les mènerai pas. Je pense qu'en tout cas, l'enjeu est très important. Vous savez, ça n'est pas un procès de viol, l'enjeu. C'est pas une condamnation ou un acquittement. L'enjeu, c'est changer les rapports fondamentalement entre les hommes et les femmes. Il ne peut pas y avoir de société où le couple, au plan de l'amour, soit basé sur un rapport de force physique. Je dis que c'est quasiment du fascisme. À toutes ces victimes, je veux leur dire aujourd'hui, regardez autour de vous, vous n'êtes pas seuls. Alors que le procès Pellico vient de s'achever, une question reste en suspens. Cette affaire va-t-elle entraîner une évolution de la loi comme ce fut le cas pour le procès d'Aix ? Certains demandent que la notion de consentement soit inscrite dans la loi. L'idée divise, mais pour Agnès Fichot, cette inscription est nécessaire, mais pas suffisante. Ce qui me paraît être nécessaire, c'est de renverser ce qu'on appelle en droit la charge de la preuve. Aujourd'hui, c'est aux victimes, avec la loi que nous avons, de prouver qu'elles n'étaient pas consentantes. Et comme l'a si bien dit magistralement Anne, nous avons cédé, mais nous n'avons pas consenti. Nous devrions dire que la charge de la preuve du consentement repose désormais sur les accusés. Avant de vous laisser, je voudrais remercier Agnès Fichot et Josiane Savigno pour leur témoignage, ainsi que toutes les équipes de Brut qui m'ont aidé à réaliser cette vidéo, en particulier Émilie, Azilis et Emeline. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle grande histoire.